Proust pour tous, une version abrégée de À la recherche de temps perdu, du côté de chez Swann 2. Ma lettre n'eut comme réponse que « Il n'y a pas de réponse », ce qui provoqua en moi une résolution inattendue. Je n'essaierai pas de m'endormir sans avoir vu maman, audace qui pouvait avoir des conséquences les plus graves, et pour laquelle j'attendais un châtiment exemplaire. Le dîner terminé, M. Swann partit, les potins s'échangèrent sur Swann et sa coquine de femme qui s'affichait avec un certain M. de Charlus. À ce sujet, ma mère fit pourtant remarquer que, malgré ses déboires conjugaux, Swann avait l'air moins triste ces derniers temps, car il avait cessé d'aimer Odette. Je m'attendais à une scène de mes parents, alors que je les guettais assis dans l'escalier qui menait aux chambres. À ma grande surprise, bien au contraire, mon père, sans plus de raison que dans certaines de ses attitudes sévères vis-à-vis de moi, recommanda à ma mère de passer la nuit auprès de moi, ce qui me remplit de joie et de peine à la fois. Mon père reconnaissait par là que je n'étais pas responsable de mon état nerveux, et je venais de tracer la première ride sur l'âme de ma mère, ce qui m'attrista encore plus. Et, comme nous n'avions pas sommeil, maman me lut François Le Champy de George Sand, cadeau de ma grand-mère, qui n'offrait que des choses qui donnaient le goût de la culture et de la beauté. C'est de cette façon, grâce à ces nuits sans sommeil, que je me rappelais Combray, que je n'arrivais pas à tirer plus du passé, malgré tous les efforts de ma mémoire. Il y avait déjà bien des années que, de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher n'existait plus pour moi. Quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d'abord, et, je ne sais pas pourquoi, me ravisai. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petite Madeleine, qui semble avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'une triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée de thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Plus loin. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie ? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle ? Que signifie-t-elle ? Où l'appréhender ? Je bois une seconde gorgée où je ne retrouve rien de plus que dans la première, une troisième qui m'apporte un peu moins que la seconde. Il est temps que je m'arrête. La vertu du breuvage semble diminuer. Il est clair que la vérité que je cherche, ce n'est pas en lui, mais en moi. Plus loin. Arrivera-t-il jusqu'à la surface de ma claire conscience ce souvenir, l'instant ancien que l'attraction d'un instant identique est venue de si loin solliciter, émouvoir, soulever tout au fond de moi, plus loin. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray, parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l'heure de la messe, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. Plus loin. Et comme dans ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau,
de petits morceaux de papier jusque-là indistincts, qui, à peine y sont-ils plongés, s'étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables. De même, maintenant, toutes les fleurs de notre jardin, et celles du parc de Monsieur Swann, et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village, et leurs petits logis, et l'église, et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité, est sorti, ville et jardin, de ma tasse de thé. Chapitre 2. Combray, de loin, de 10 lieues à la ronde, vu du chemin de fer quand nous y arrivions la dernière semaine avant Pâques, ce n'était qu'une église résumant la ville, la représentant, parlant d'elle et pour elle au lointain, et, quand on approchait, tenant serré autour de sa haute mante sombre, en plein champ, contre le vent, comme une pastoure ses brebis, les dos laineux et gris des maisons rassemblées qu'un reste de rempart du Moyen-Âge cernait çà et là d'un trait aussi parfaitement circulaire qu'une petite ville dans un tableau de primitif. Ma tante Léonie, veuve de mon oncle Octave, que j'allais voir le dimanche avant la messe, ne quittait plus sa chambre depuis longtemps. Je montais à l'étage. Dans la chambre voisine, j'entendais ma tante, qui causait toute seule à mi-voix. Elle ne parlait jamais qu'assez bas parce qu'elle croyait avoir dans la tête quelque chose de cassé et de flottant, qu'elle eût déplacé en parlant trop fort, mais elle ne restait jamais longtemps, même seule, sans dire quelque chose, parce qu'elle croyait que c'était salutaire pour sa gorge, et qu'en empêchant le sang d'y arrêter, cela rendrait moins fréquents les étouffements et les angoisses dont elle souffrait. Puis, dans l'inertie absolue où elle vivait, elle prêtait à ses moindres sensations une importance extraordinaire. Elle les douait d'une motilité qui lui rendait difficile de les garder pour elle, et à défaut de confidents à qui les communiquer, elle se les annonçait à elle-même, en un perpétuel monologue qui était sa seule forme d'activité. Malheureusement, ayant pris l'habitude de penser tout haut, elle ne faisait pas toujours attention à ce qu'il n'y eût personne dans la chambre voisine, et je l'entendais souvent se dire à elle-même « Il faut que je me rappelle bien que je n'ai pas dormi », car ne jamais dormir était sa grande prétention. Dans notre langage, à tous, gardait le secret et la trace. Le matin, Françoise ne venait pas l'éveiller, mais entrait chez elle. Quand ma tante voulait faire un somme dans la journée, on disait qu'elle voulait réfléchir ou reposer. Et, quand il lui arrivait de s'oublier en causant jusqu'à dire « ce qui m'a réveillée » ou « j'ai rêvé que », elle rougissait et se reprenait au plus vite. Au bout d'un moment, j'entrai l'embrasser. Françoise faisait infuser son thé, ou, si ma tante se sentait agitée, elle demandait à la place sa tisane, et c'était moi qui étais chargé de faire tomber du sac de pharmacie dans une assiette la quantité de tilleul qu'il fallait mettre ensuite dans l'eau bouillante. Le dessèchement des tiges les avait incurvées en un capricieux treillage, dans les entrelacs duquel s'ouvraient les fleurs pâles, comme si un peintre les eût arrangées, les eût fait poser de la façon la plus ornementale. Les feuilles, ayant perdu ou changé leur aspect, avaient l'air des choses les plus disparates, d'une aile transparente de mouche, de l'envers blanc d'une étiquette, d'un pétale de rose, mais qui eussent été empilées, concassées ou tressées comme dans la confection d'un nid. 1000 petits détails inutiles, charmante prodigalité du pharmacien, qu'on eût supprimé dans une préparation factice, me donnaient, comme un livre où on s'émerveille de rencontrer le nom d'une personne de connaissance, le plaisir de comprendre que c'étaient bien des tiges de vrais tilleuls, comme ceux que je voyais avenue de la Gare, modifiées justement parce que c'étaient non des doubles, mais elles-mêmes et qu'elles avaient vieilli. Et chaque caractère nouveau n'y étant que la métamorphose d'un caractère ancien, dans de petites boules grises, je reconnaissais les boutons verts qui ne sont pas venus à terme, mais surtout l'éclat rose, lunaire et doux
qui faisait se détacher les fleurs dans la forêt fragile des tiges où elles étaient suspendues comme de petites roses d'or. Signe, comme la lueur qui révèle encore sur une muraille la place d'une fresque effacée, de la différence entre les parties de l'arbre qui avaient été en couleur et celles qui ne l'avaient pas été, me montrait que ces pétales étaient bien ceux qui, avant de fleurir le sac de pharmacie, avaient embaumé les soirs de printemps. Cette flamme rose de cierge, c'était leur couleur encore, mais à demi éteinte et assoupie dans cette vie diminuée qu'était la leur maintenant, et qui est comme les crépuscules des fleurs. Bientôt, ma tante pouvait tremper dans l'infusion bouillante, dont elle savourait le goût de feuilles mortes ou de fleurs fanées, une petite madeleine dont elle me tendait un morceau quand il était suffisamment amolli. D'un côté de son lit était une grande commode jaune en bois de citronnier, et une table qui tenait à la fois de l'officine et du maître-autel, où, au-dessous d'une statuette de la Vierge et d'une bouteille de Vichy Célestin, on trouvait des livres de messe et des ordonnances de médicaments. Tout ce qu'il fallait pour suivre de son lit les offices et son régime, pour ne manquer l'heure ni de la pepsine ni des vêpres. De l'autre côté, son lit longeait la fenêtre. Elle avait la rue sous les yeux et y lisait du matin au soir, pour se désennuyer, à la façon des princes persans, la chronique quotidienne mais immémoriale de Combray, qu'elle commentait ensuite avec Françoise. Françoise, c'était sa fidèle cuisinière, et c'était elle qui y conduisait adroitement les importuns, car ma tante ne recevait, toujours dans sa chambre, à part Eulalie et le curé, presque plus personne. Les indésirables se rangeaient en deux catégories. Ceux qui ne prenaient pas la maladie de ma tante assez au sérieux, et ceux qui la prenaient trop au sérieux. Françoise, qui plus tard entrerait à notre service, était très dévouée à ma tante Léonie, et elle la renseignait sur les moindres événements qui pouvaient se passer au village, et où la plus grande énigme consistait à identifier tout passant, car on ne devait connaître tout le monde à Combray, animaux y compris. J'allais à la messe avec mes parents, où se mêlait le présent, telle la vue de voisins comme madame Sazera, au passé, telle l'époque représentée sur les vitraux ou les tapisseries de l'église. Cette église, quoique son grand style, représentait pour moi le sentiment religieux exalté à travers le temps, un espace à 4 dimensions, plongeant dans les siècles passés, jusqu'au présent. Son clocher surtout représentait le point central de tout ce qui se passait en ville, et j'ai retrouvé cette impression à la vue de nombreux autres clochers au cours de ma vie.